action doit, comme toujours, être pragmatique et continuer à s'appuyer sur le multipartenariat, puisqu'une prise en charge globale de nos publics qui sont confrontés, bien entendu, à l'apprentissage de la langue, mais qui doivent insérer notre société en ayant tous les enseignements sur les droits civiques, en ayant accès à la santé, en ayant voilà, accès aux différentes étapes du process de l'emploi. Vous savez à quel point tout ceci nécessite que l'on travaille en synergie et en complémentarité. Donc, compte tenu de ce contexte, d'ores et déjà, le constat, enfin, je veux dire, le concret même montre que certaines actions n'ont pas pu être réalisées. Et si, effectivement, le numérique doit faciliter à bien des endroits l'accès à l'information, même les petites associations rencontrent des difficultés et on comprend bien qui plus est pour nos publics. Notre action, donc, c'est vraiment fondée sur 2020, sur la continuité des parcours d'intégration. Et nous pouvons nous féliciter aussi de l'implication plus importante des collectivités territoriales par rapport à l'année dernière. Et cette impulsion, bien entendu, doit se poursuivre pour que les collectivités vraiment servent de relais pour développer des projets communs. Alors cette année, on a constaté que le département de l'Aube, donc collectivité, le conseil départemental s'est mobilisé, le Grand Nancy, Farstadt dans le Haut-Rhin, Voipy et Metz. Nous avons tenu un dialogue de gestion vendredi dernier, 20 novembre, et la directrice de l'accueil, de l'intégration et de la nationalité, Madame Fontana, nous a vraiment porté sa satisfaction, ses remerciements, et vraiment ces remerciements vont à vous tous pour votre mobilisation, pour aussi la prise en compte du travail que peut fournir le national. Nous avons vraiment consommé tous nos crédits et il semblerait que dans d'autres régions, ça ne soit pas le cas. Donc, vraiment, je remercie aussi nos directions départementales d'avoir assuré ce suivi. Et encore une fois, vous, opérateurs, d'avoir effectivement fait le nécessaire pour continuer cette action. Alors, 2021 est une année où l'intégration par l'emploi dans ce contexte difficile reste une priorité et apporte une valeur tout à fait particulière aux valorisations des acquis de l'expérience. Alors, c'est vraiment une thématique que nos séminaires ont mis en exergue l'année dernière et c'est vraiment 2020 devait être cette année pour nous de traiter ce sujet, mais quelquefois il faut attendre aussi parce que là, ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il y a une mission inter-inspection sur le sujet et qui doit permettre de lever des freins et qu'il y aurait donc un programme, un plan d'investissement dans les compétences qui devrait même procéder au financement. Ce qui ne veut pas dire, comme toujours, que nous n'allons pas partir aussi de la situation locale. Et avec l'ORIV, nous prévoyons, si nous ne pouvons plus le faire en décembre, l'année prochaine, de rencontrer nos partenaires directs, conseil régional, rectorat, et le travail que nous faisons aussi DRD, JSCS. La question de l'accès au droit, à la santé dans un contexte dégradé prend aussi une tonalité toute particulière et nous constatons que dès maintenant, nous avons eu des dossiers qui sont remontés dans ce contexte-là pour une meilleure prise en compte des traumatismes et de la santé mentale. Alors, vous pensez ce que les publics fragilisés, en rupture aussi par rapport à leur vécu d'avant et par rapport à une situation quand même très difficile aussi dans notre pays,
les impacts que la population générale connaît sur la santé mentale, ce que ça peut aussi générer par rapport au public dont nous avons la charge. L'accès en faveur des réfugiés dans le cadre des programmes globaux, que ce soit tout ce qui est porté par la DIER, la délégation interministérielle au profit, l'action au profit des réfugiés, donc des programmes comme Hope, Accélère, et de continuer, de poursuivre le chantier d'accès au logement pour les réfugiés, pour fluidifier les parcours et mobiliser les contingents prioritaires pour les logements sociaux. 2020, une année de crise sanitaire, mais également une année d'agilité collective qui a conduit au renouvellement du fonctionnement des réseaux, des modalités d'action au sein de nos administrations. Vous voyez bien que ce séminaire vraiment place au cœur, comme l'a dit Muriel, ce temps d'échange, puisque la technique nous permet d'organiser des ateliers et nous avons absolument besoin de communiquer, d'échanger nos bonnes pratiques, enfin nos pratiques voilà, intéressantes, puisque chacun de là où il est a dû mettre en place, a dû compenser ce qui ne peut pas se faire comme à l'ordinaire. Ces nouvelles modalités d'interaction collective à mettre en partage, que ce soit aussi au regard de ce que l'administration centrale continue de faire, en nous soutenant, en ayant des réunions de suivi et du travail qui est poursuivi, des travaux d'élaboration dont Leandro Montello va nous parler sur le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Je voudrais aussi remercier les DT, les délégations territoriales de l'OFI, qui vraiment nous ont permis de mettre à jour les données de signature des CIR. Et nous voyons qu'aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, nous diminuons de 33%. Alors, c'est des données locales, mais qui ont été confirmées lors du dialogue de gestion de vendredi. Et nous voyons bien ce que ça veut dire aussi. Ça nécessite une analyse. Et Muriel va nous permettre vraiment d'identifier ces différences territoriales. Vraiment, encore merci de donner tout ce sens à notre action et de pouvoir vraiment aussi être là pour vraiment connaître au plus près voilà, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et à cet égard, vraiment, nous attendons beaucoup de ce retour de votre quotidien et des difficultés, mais aussi, et c'est là qu'on parle de bonnes pratiques, de ce que vous avez pu mettre en place pour y faire face. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Leandro Montello Franca pour présenter les travaux en cours autour du schéma régional. Schéma national. National, Oui. d'accord. Bon. Oui. Je vais juste mettre 2 secondes le partage d'écran et puis après je reviendrai Mais sur on pourra aussi parler schéma régional, même si il y a un lien évidemment entre les deux. Bonjour à tous, merci à Laurive de m'avoir proposé ce temps de parole pour parler un petit peu de l'actualité, on va dire nationale, mais qui aura forcément un impact au niveau régional. Alors je vais parler du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et de l'intégration des réfugiés, donc dans un premier temps, mais je vais également dans un second temps aborder, peut-être brièvement, mais néanmoins sûrement, parce que c'est un sujet que vous allez vous allez aborder un certain d'entre vous, en tout cas 2 départements en particulier, et tous les départements pour l'une de ces démarches. Il s'agit de démarches d'évaluation qui sont mises en place actuellement par l'administration centrale avec l'appui de cabinets de conseil. Donc, sur le schéma national, alors le schéma national, il englobe 2 volets. Un volet d'accueil des demandeurs d'asile, donc dans lequel on parle principalement d'hébergement des demandeurs d'asile, d'accès à cet hébergement, de sortie de l'hébergement.
Donc ça, c'est le premier volet. L'idée de l'administration centrale, donc telle que l'a exprimée et qui a fait l'objet d'un débat, c'est une organisation de cet accueil sur des paliers de prise en charge. Et force est de constater que le modèle que nous avons mis en place dans la région Grand Est est utilisé comme exemple pour la construction de ce schéma national. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour nous et ce qui nous permet aussi d'anticiper un petit peu les choses qui vont venir. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'un demandeur d'asile, à partir du moment où il dépose une demande d'asile dans un département, il n'est pas forcément rattaché à ce département. Il peut être effectivement orienté sur un autre département. Et en particulier, sujet particulièrement présent aujourd'hui, je pense que vous avez vu un peu ce qui s'est passé la nuit dernière à Paris, c'est surtout un sujet particulièrement criant en Île-de-France qui accueille la majorité des demandeurs d'asile. Donc, c'est quoi l'idée? C'est un demandeur d'asile, il passe par le guichet unique et il peut être orienté sur une autre région et sur une modalité d'accueil spécifique. Cette modalité étant les centres d'accueil et d'évaluation des situations, les KS, que certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres peut-être pas, mais ce sont des centres de mise à l'abri. Et il est prévu qu'on augmente le nombre de places de ce type d'accueil. Donc, ça sera le cas aussi dans la région. Donc, nous aurons normalement 250 nouvelles places qui seront créées l'année prochaine pour permettre donc cette première mise à l'abri qui sera ensuite suivie d'une orientation vers un dispositif d'hébergement qui durera le temps de la demande d'asile. Ce dispositif d'hébergement pouvant être un CADA ou un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, sachant qu'il y a une hypothèse qui pour l'instant n'est pas encore confirmée, mais qui pourra éventuellement l'être plus tard. Alors quand je dis plus tard, c'est après 2021. C'est d'une fusion éventuelle de l'HUDA, donc de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sur un seul type d'hébergement, avec ce que ça implique, hein, notamment en termes de tarification, et ce qui ça implique aussi en termes de prise en charge et d'accompagnement des publics. Voilà, donc il y a cette idée qu'elle a, mais pour l'instant qui n'est pas confirmée, mais c'est une hypothèse de travail. Troisième palier de prise en charge, c'est l'après demande d'asile. Et donc, cet après demande d'asile, ça peut être soit un hébergement adapté pour des personnes qui sont vues refuser la demande d'asile, donc principalement dans les dispositifs de préparation-retour. Donc, ce sont des dispositifs spécifiques pour préparer le retour de ces personnes dans leur pays d'origine, soit pour les réfugiés dans les CPH, sachant qu'on sait très bien que toutes les personnes déboutées n'iront pas à un DPAR, donc un dispositif de préparation-retour, et tous les réfugiés n'ont pas nécessairement vocation à accéder à un CPH. D'où, en particulier sur les réfugiés, et c'est là où j'aimerais mettre l'accent maintenant, la problématique de l'accès au logement des réfugiés, donc est un sujet très important et un sujet sur lequel d'autres régions, et notamment la Nouvelle-Aquitaine, est en avance sur nous. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il existe une plateforme aujourd'hui d'orientation des réfugiés sur le parc de logements existants dans la région. Donc la région Nouvelle-Aquitaine est assez proche de la nôtre en termes de surface, hein, puisque c'est une région à 12 départements, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc une nouvelle région. Comme nous. Exactement, comme nous. Alors. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'un logement, c'est très bien, mais un logement avec un emploi, c'est encore mieux. L'idée, c'est d'associer logement et emploi et de trouver des solutions qui puissent faire converger ces deux impératifs, donc être logé et avoir un travail. Voilà, donc cet exemple en Nouvelle-Aquitaine, on va regarder de près ce qu'ils font et voir dans quelle mesure on pourrait ou pas l'adapter ou construire quelque chose de différent à partir peut-être ou pas, pourquoi pas, de ce modèle. Donc à voir, donc c'est à l'examen. Et l'autre sujet aussi qui a été
très abordé sur le champ de l'intégration des réfugiés, c'est le sujet de la fracture numérique. Donc là, aujourd'hui, nous sommes tous en visioconférence, c'est super, ça marche, c'est très bien. Pour les réfugiés, c'est pas toujours évident parce qu'on a des situations très diverses. Il y a des personnes qui sont dans des foyers donc, dans lesquels on peut avoir des installations, donc, notamment en termes de Wi-Fi, qui permettent une connexion. Et on a beaucoup de personnes qui sont aussi à diffus, parfois dans les zones blanches. Nous avons des réfugiés aussi en zone rurale, périurbaine, etc., zone blanche. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, c'est un sujet sur lequel la DIER, donc la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, s'investit aujourd'hui pour proposer des solutions. Donc, et vous aussi, sur vos périmètres, sur vos départements, vous pouvez aussi éventuellement faire émerger des solutions d'accès au numérique. Donc voilà un petit peu pour le schéma national. Donc c'est un travail en cours. Il y a normalement une validation des livrables qui aura lieu début décembre et en toute logique, donc un schéma national qui sera exposé au Parlement dans la foulée. Donc il y aura du nouveau très bientôt et vous serez bien entendu au courant. Ça, c'est pour le schéma. J'aborde très rapidement les démarches d'évaluation. Donc aujourd'hui, 4 démarches d'évaluation sont en cours, 2 pilotées par la DIAN, donc la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, donc 2 directions de la DGEF, hein. Et les 2 autres démarches pilotées par la direction de l'asile. Alors, sur les démarches pilotées par la DIAN, a priori, la région Grand Est n'est pas spécifiquement, abordée, ciblée, même si ce sont des démarches nationales. Donc, il se peut qu'on vous sollicite à la marge, mais néanmoins que vous pouvez tout à fait être sollicité. En revanche, sur les 2 démarches d'évaluation pilotées par la direction de l'asile, la région Grand Est est sollicitée. Sur une démarche, c'est celle concernant l'insertion professionnelle des réfugiés. Donc, un certain nombre d'entre vous ont été contactés, surtout par questionnaire, à répondre pour savoir comment ça se passe au niveau notamment de l'accès aux dispositifs d'intégration professionnelle et aussi sur la gouvernance locale sur ces sujets-là. Et l'autre démarche, donc, qui est, elle, donc la première dont je vous ai parlé, en fait, celle sur l'insertion professionnelle des réfugiés, elle est portée par le cabinet Orceu, donc, qui est un cabinet de conseil. Et la deuxième démarche, donc, celle pilotée par la direction de l'asile, celle qui concerne le parcours global d'intégration des réfugiés, elle est portée par le cabinet Ernst & Young. Donc là, on est sur des monographies, dont 2 monographies concerneront directement la région Grand Est, puisqu'elles auront lieu pour l'une dans le Bas-Rhin et pour l'autre en Haute-Marne. Donc les responsables, donc les chefs des services de l'État concernés localement dans ces 2 départements sont au courant de la démarche. Et donc, différents partenaires, en fait, pourront être sollicités au cours de cette démarche d'évaluation qui aura lieu donc, de maintenant jusqu'à l'été 2021. Donc, voilà. Donc, il y a un temps qui est assez long. Espérons-le, la crise sanitaire sera passée et que donc, des entretiens individuels et sur place pourront avoir lieu dans ces 2 cadres. Donc, ce qui sera quand même nettement, je pense, plus pertinent pour évaluer. L'évaluation concerne aussi bien des acteurs de terrain que des publics, hein. Donc, les publics aussi pourront être sollicités éventuellement, bien sûr, en passant par les acteurs de terrain. Donc, voilà. Régulièrement, il y aura des points d'étape qui seront faits. J'espère pouvoir communiquer, donc, en tout cas avec les services de l'État dans les départements, sur ces points d'étape pour que l'information soit bien comprise de tous. Voilà ce que j'avais à dire au sujet voilà, de ces deux chantiers
de l'administration centrale, donc qui auront nécessairement un impact sur notre travail. Et évidemment, j'attends avec beaucoup d'intérêt le retour des démarches d'évaluation qui nous permettront sans doute de encore mieux travailler. Merci. Bon. Voilà. Alors, premier élément, c'est que quand on a commencé à préparer ce séminaire avec la direction régionale de la DSCS, on s'est posé la question que c'était bien beau d'aller regarder 2019, mais que 2020, il y avait eu un événement majeur quand même, c'est la question du Covid qui est toujours pas finie, et que du coup, on sait au niveau national, international, que ça a affecté les migrations. Alors, pas autant qu'on le pensait en fait, hein, parce que finalement ça a été relativement temporaire, la suspension des déplacements, mais quand même un certain nombre d'événements. Et grâce en fait aux directions territoriales de l'OFII, nous avons pu récupérer les données sur le nombre d'arrivées sur chacune des directions territoriales pour les 10 premiers mois de l'année, donc jusqu'à fin octobre. Et donc, vous avez sous les yeux le graphique qui rend compte d'une part donc en cumulé. Donc, c'est la ligne la plus haute que vous avez. Alors, normalement, elle est en jaune. Je ne sais pas en quelle couleur vous la voyez. Moi, je ne vois pas très, très bien. À tous les cas, celle qui est en jaune. Et après, en dessous, vous avez trois lignes qui représentent les directions territoriales des trois infra ex-région, voilà. La direction territoriale de Strasbourg qui est en gris, qui est au niveau le plus élevé, et c'est assez logique, hein. Historiquement c'est là effectivement où on a le plus d'arrivées, mais c'est aussi finalement le territoire qui a été le plus touché par le Covid, et quand on regarde de plus près les données, notamment le département du Haut-Rhin, on sait quand même que la crise Covid sanitaire a touché surtout le Haut-Rhin, Mulhouse, etc., dans la première partie de l'année. Donc, ce n'est pas très étonnant hein, qu'on retrouve cet élément-là. Ce qui est plus étonnant, c'est que on voit que encore au mois d'août, on a une chute assez importante. Hein, vous voyez une descente. Ensuite, on a la direction territoriale de Metz, donc pour les 4 départements ex-Lorrain. Et enfin, la direction territoriale de Reims pour les 4 anciens départements de Champagne-Ardenne. Donc un impact indéniable, on va dire, du Covid sur les arrivées. On a essayé d'affiner un petit peu les choses d'un peu plus près. Donc c'est le point suivant. Voilà. À fin octobre, on a quand même 5884 personnes qui ont signé un contrat d'intégration républicaine sur l'année 2020. On a essayé de comparer, en faisant comme si c'était la même chose, hein, avec 2019. Sur la base 2019, les 10 premiers mois, si on compare, hein, on avait 7000 et quelques personnes qui sont arrivées l'année dernière. C'est une baisse de signataires d'environ 30%. Baisse qui, bien évidemment, ne risque pas d'avoir un effet de compensation sur la fin d'année, compte tenu du reconfinement sur novembre et des prévisions, à mon avis, d'ici à décembre. Donc, je pense qu'effectivement, on sera sur une année 2019 avec un nombre d'arrivées, 2020, avec un nombre d'arrivées moindre. Pour autant, 5000 ou 6000 personnes, hein, à mon avis, on ne sera pas loin des 6000, c'est quand même un nombre assez important dans un contexte très contraint pour la prise en charge. Oui, monsieur. C'est juste pour compléter ce que vous venez de dire. On retrouve le même phénomène sur la demande d'asile, la première demande d'asile. Il y a un phénomène analogue. On a sur les 10 premiers mois 40% de moins environ. Hein, donc, et donc, ce que ça veut dire, alors, la question que je me suis posée, qui arrive finalement et qui arrive à arriver dans le contexte, on peut supposer quand même que en période de crise et de risque de déplacement, c'est quand même les publics qui en avaient le plus besoin, le plus en situation de tension, qui ont fait le chemin. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir des profils peut-être encore plus atypiques que ce qu'on a habituellement.
un point de vigilance peut-être sur les actions à mettre en œuvre pour le courant de l'année prochaine, puisque ce public, il arrive, et donc comment on met en place les choses. À tous les cas, on voit très nettement, hein, selon les départements, des impacts différents en fonction finalement de l'emprise de la crise sanitaire sur les différents départements. Deuxième élément que je voulais vous rappeler, alors ça c'est un rappel, hein, de ce qu'on avait vu précédemment, donc à savoir que la présence primo-arrivante dans le Grand Est l'année dernière, puisqu'on a sur la base des données transmises par les directions territoriales de l'OFII, c'est 7061 personnes au total. On avait un accroissement sur le Grand Est de 17,5% sur l'année précédente, ce qui est assez important. Et je tiens à préciser que cet été, le ministère de l'Intérieur a publié les données relatives aux premiers titres de séjour, donc au-delà de 3 mois, hein, qui ont été diffusés, et les données corroborent aussi cet accroissement et soulignent un point qu'on met en avant à chaque fois. On a une donnée particulière dans le Grand Est, puisque dans les titres de séjour complets, hein, sur une année, au niveau national, les titres de séjour relevant ce qu'on appelle de l'humanitaire, donc réfugiés, protection subsidiaire et autres personnes qui arrivent pour des questions, qui obtiennent un titre de séjour pour des questions humanitaires, représentent 13,2% des titres de séjour. Sur le Grand Est, ce taux atteint 16,8%. Et tout à l'heure, je me suis permis de le faire pendant que M. Montello évoquait la situation de l'Occitanie. Nouvelle-Aquitaine, le taux de réfugiés et d'humanitaires est à 15,6. Donc effectivement, il est assez proche de celui que nous avons. Oui. Et j'avais comparé avec les Hauts-de-France, parce qu'on évoque souvent l'arrivée importante en Hauts-de-France. En Hauts-de-France, le taux, entre guillemets, n'est que de 9%. Donc on a vraiment une particularité là, qui fait aussi qu'on a une focale sur la question des réfugiés et de la protection subsidiaire, qui a du sens au regard des résultats qu'on peut relever. Parmi les préoccupations qui sont les nôtres, aussi depuis qu'on travaille sur ces éléments de diagnostic, c'est de regarder un petit peu de plus près la situation des départements. Hein, je sais, je vais un peu radoter, mais je le dis toujours, il y a un enjeu sur les gros chiffres. On parlait tout à l'heure du Bas-Rhin, qui est le territoire où il y a le plus d'arrivées, mais il y a aussi un enjeu sur les petits territoires où il y a moins d'arrivées. Tout à l'heure, M. Montello évoquait, si je ne me trompe pas, hein, que la démarche d'évaluation sur les questions de réfugiés porterait sur le Bas-Rhin et la Haute-Marne. Oui, c'est-à-dire que il s'agit toujours d'une démarche nationale. Chaque région sera évaluée. Hein, il y a pas, mais pour autant, il y aura des monographies spécifiques, des zooms exactement sur la Haute-Marne et le Bas-Rhin. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on pourrait se dire quelle mouche les pique d'aller du côté de la Haute-Marne, et on va voir que finalement, les données nous montrent bien que c'est pas absurde. Alors en nombre, c'est pas en Haute-Marne qu'arrive le plus grand nombre de personnes au regard du statut humanitaire, mais quand même, en termes de poids sur le département, c'est assez intéressant d'aller regarder de plus près. Et c'est ça que j'ai voulu un peu mettre en exergue. Hein. Là, vous avez la prévalence primo-arrivant par département, pas trop de surprise. Hein. Les plus gros départements, Bas-Rhin, 33%, le Haut-Rhin, 17%, la Moselle, on est sur 17% également, etc. Donc ça, on l'avait déjà vu cet été. Là, ce que je souhaitais vous montrer, c'est l'évolution des signataires du CIR entre les résultats 2018, les signataires 2018 et les signataires 2019. On voit là, donc déjà, le poids pour chacun n'est pas du même type. Hein. On voit très nettement le Bas-Rhin ressortir. Et la particularité du Bas-Rhin, c'est que non seulement on a une arrivée forte sur le Bas-Rhin, mais elle s'est encore accrue en pourcentage entre 2018 et 2019. À l'inverse, par exemple, l'Aube a eu une baisse entre les deux périodes. Alors après, ça peut être purement structurel, hein. Donc il faut le voir sur la durée, mais la Marne, par exemple, et l'Aube ont connu une baisse assez importante. La Haute-Marne, qui a un taux de primo-arrivants
assez faible sur la totalité du Grand Est, 2% a augmenté un petit peu à 2,1, mais reste un petit territoire, comme on le disait tout à l'heure. Ça montre les masses globales. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la répartition entre le type de migration. Alors, le choix que j'ai fait dans ce graphique, c'est de focaliser sur les deux grands types de signataires du CIR, à savoir soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons humanitaires. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien, donc je vais expliquer. En haut, le graphique, ce qu'on appelle le camembert en sociologie, c'est pas très très beau, mais bon, voilà, le truc rond là, vous montre comment à l'échelle, donc en 2019, pour le Grand Est, comment se répartissent les différents signataires du CIR. Donc 49%, pratiquement 1 sur 2, viennent pour des raisons familiales. Sachant que je précise que dans le familial, on va mettre y compris les enfants de réfugiés, les membres de familles de réfugiés. Donc simplement, c'est pas seulement la question qu'on aurait tendance à appeler un peu des fois par abus le regroupement familial, d'ailleurs qui est extrêmement faible dans la réalité, parce qu'on est plutôt sur des membres de familles de Français, membres de familles de réfugiés majoritairement. L'asile, qui est appelé comme ça dans les documents officiels, représente donc 37%, donc un poids assez important quand même. Et le constat qu'on avait fait entre 2018 et 2019, c'était la catégorie autre qui augmentait légèrement. Les catégories économiques en Grand Est extrêmement faibles et est restée faible depuis un certain temps. Quand vous regardez le graphique en dessous, donc c'est chacun des départements et le Grand Est, tout au bout, à votre droite. Sur le Grand Est, donc on retrouve les deux catégories que je viens de signaler. Et quand vous regardez rapidement les graphiques, on voit bien que les trois premiers départements, donc Ardennes, Aube, Marne, donc ils ne sont pas par ordre alphabétique, Ardennes, Aube, Marne, ainsi que la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, présentent des caractéristiques assez identiques, à savoir une plus forte représentation de l'immigration, ou des raisons familiales par rapport aux raisons humanitaires, avec des situations différentes selon les départements. On a un département qui se démarque fortement des autres, c'est la Haute-Marne, justement, qui, elle, a l'effet complètement inverse, puisque parmi les arrivées qu'on a évoquées tout à l'heure, 67% relèvent de raisons humanitaires et seulement 26,8% des raisons familiales. On retrouve la même caractéristique, mais de manière beaucoup moins marquée, sur la Meurthe-et-Moselle et sur la Meuse. Ces trois départements ont un profil assez atypique. Autre département atypique, c'est les Vosges, qui est quasiment le seul département où on a quasiment à égalité des arrivées pour des raisons familiales et pour des raisons humanitaires. Ça amène quand même des modes d'action, des positionnements associatifs et des acteurs différents sur ces territoires parce que vous n'avez pas les mêmes publics. Donc, je souhaitais le remettre en avant. Le graphique que je vous montre ici poursuit cette réflexion en mettant en avant l'évolution entre 2019 et 2018. Donc, en bleu, vous avez les arrivées pour raisons familiales. La première colonne, c'est 2018, la deuxième, c'est 2019. Et en orange, même chose, vous avez humanitaire, première colonne 2018, deuxième colonne 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement là-dessus? On voit une évolution et peut-être une tendance à la stabilisation des écarts entre les départements dans la forme, parce que aussi, il faut rappeler que le fait de la dispersion des arrivées pour des raisons humanitaires est aussi dû à la politique enclenchée depuis quelques années de répartition sur l'ensemble du territoire, et notamment, je parle sous contrôle de M. Montello, d'aller sur des territoires où il y avait moins de pourcentage d'immigrés et où il y avait des disponibilités de logement. Ce qui fait que ça contrebalance petit à petit. C'est pour ça aussi qu'on est dans cette configuration-là. On voit quand même que, par exemple, je reprends cet exemple de la Haute-Marne, si la part de l'humanitaire diminue, elle reste quand même un élément marquant. Donc les grandes tendances se maintiennent, même si on va voir ces éléments-là. Autre point important, c'est que derrière les types de migration, on a des types de pays d'origine, des pays d'origine différents.
Et du coup, par exemple, les besoins de maîtrise de la langue, les enjeux d'acquisition pour l'emploi, etc., parce que les politiques des pays ont été différentes, font qu'on ne va pas avoir tout à fait les mêmes enjeux selon les territoires. Alors, je n'ai pas pu vous faire un graphique sur les caractéristiques de chaque département par rapport aux arrivées, mais on pourra vous l'envoyer puisque c'est un document que j'ai été amenée à réaliser. Mais ce qui est intéressant de relever ici, c'est les principales nationalités. Donc, je l'ai noté tout à l'heure, hein, on a plus de 100 nationalités différentes qui sont arrivées au cours de l'année 2019. C'est quelque chose d'assez stable en nombre. Par contre, ça varie fortement en nationalité d'une année sur l'autre. Ce graphique est assez parlant, parce que vous voyez que, par exemple, la première nationalité la plus représentée en Grand Est en 2019, c'est les Marocains. Et en 2018, c'était déjà le cas. Par contre, si vous regardez les Kosovars, on a une différence très forte entre 2019, où vous voyez, c'est la deuxième origine des pays de provenance, hein, en 2019, alors qu'en 2018, on était sur un niveau beaucoup plus faible. Hein. Donc, on a d'une année sur l'autre, en raison des évolutions internationales, des filières, des logiques d'arrivée, etc., des choses très différentes. Donc, même si ces principales nationalités-là vont se retrouver d'une année sur l'autre, on a des évolutions très différentes. Et donc, ici, c'est pas ça que je voulais montrer. Ah ben, il manque un graphique. Bon, ben, ça fait rien. J'avais un graphique à vous montrer sur les tendances. Alors, juste, par exemple, pour donner un exemple sur les Kosovars, on va les trouver plus particulièrement présents dans le département de la Moselle et dans le département du Haut-Rhin, et moins dans les autres départements. Si je prends par exemple les Georgiens, ça va être au niveau du Bas-Rhin. Et on a en fait des caractéristiques très différentes par département. Hein. Et donc, J'ai vu qu'il y avait une remarque sur la Géorgie. Alors, sur la Géorgie, juste une observation. On est sur une population qui est arrivée assez récemment quand même, hein, dans la région, enfin en tout cas de manière massive, et concentrée principalement dans un, voire deux départements, principalement dans le Bas-Rhin, accessoirement en Meurthe-et-Moselle. Et très accessoirement, je pense, alors je dis ça sous réserve parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être la Moselle le troisième probablement. Alors, je suis en train de regarder. Ça, Bas-Rhin principalement. Oui, c'est surtout Bas-Rhin. Oui, Au niveau de la Moselle, il y a très peu d'arrivées. oui, c'est ça. Enfin, en 2019. Mais là, on est sur les cires, là. Hein. Donc, Oui, en fait, c'est pas les ça arrivées. va arriver après. C'est exactement. C'est-à-dire qu'il y a un effet retard. Je pense que c'est pareil pour le Kosovo d'ailleurs, hein, et c'est pour ça qu'il y a ce changement entre 2018 et 2019. C'est que c'est des populations qui, pour la majorité, en fait, n'ont pas obtenu le statut de réfugié ou une protection internationale autre, et qui, en fait, sont admises au séjour pour d'autres motifs après, sur parfois plusieurs années après leur arrivée effective, et qu'on va retrouver donc petit à petit sur les statistiques du CIR, tout simplement parce qu'ils ont obtenu au bout de plusieurs années un titre de séjour qui leur permet de bénéficier des prestations liées au CIR. Donc c'est cet effet-là. Donc les Géorgiens qu'on voit un peu nombreux cette année, il n'est pas impossible qu'ils soient plus nombreux dans les années qui viennent. D'accord. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, parce que j'avais proposé de faire un zoom très rapide, hein, parce que je voudrais qu'on travaille ensuite sur les contenus, c'est que... alors, pourquoi je n'arrive pas à passer au suivant? Voilà. On avait été amené à mettre en avant une particularité, c'est-à-dire qu'on a... Quelqu'un qui reverse son micro. Il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a... Voilà, c'est bon. J'ai coupé le truc.
premier élément, c'est qu'on a donc un très grand nombre de communes, hein, c'est plus de 600 communes du Grand Est qui sont concernées par l'arrivée d'au moins une personne sur leur territoire au cours de l'année 2019. Là, je ne peux pas vous faire le graphique complet, mais j'ai fait une approche par département, par commune. Ce qui est assez significatif, c'est certes les arrivées sur la ville-centre principale du département, c'est poursuivi le plus souvent, sauf dans un département où en fait c'est pas la ville du centre du département qui focalise le plus les arrivées, c'est au niveau de la Meuse, c'est pas Verdun, c'est Bar-le-Duc où il y a le plus d'arrivées et pas sur Verdun. Sur le territoire meusien, il y a un éclatement plus important des arrivées et ça c'est pas nouveau, hein. C'est une tendance depuis un certain nombre d'années. Sinon ailleurs, c'est plutôt les villes moyennes qui ont vu accroître le plus l'arrivée de primo-arrivants en termes de pourcentage, hein, de poids. Pas en termes de nombre, puisque je le redis, si on prend le Bas-Rhin par exemple, indéniablement c'est Strasbourg, hein, mais on voit quand même des impacts sur d'autres communes. L'autre élément particulièrement significatif, et ça c'est lié aussi à notre fonction de centre de ressources politiques de la ville, où on a été passablement interpellé sur l'arrivée visible, à tous les cas, de primo-arrivants, de personnes étrangères, personnes migrantes, les gens ne savaient pas trop comment le dire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les données OFII ne nous permettent pas de corroborer ou pas le fait d'une installation en QPV, en quartier prioritaire de la politique de la ville, puisque cette donnée n'existe pas, elle n'est pas accessible. Par contre, on a été regarder ce que ça donnait sur les communes en politique de la ville, donc les communes qui ont au moins un territoire en QPV. Et là, effectivement, c'est le graphique que vous avez sous les yeux. Le constat qu'on fait à l'échelle Grand Est, comme pour quasiment tous les départements, c'est qu'on a un phénomène de concentration qui s'est renforcé sur ces communes en politique de la ville. Sachant que dans le Grand Est, les communes politiques de la ville ne sont pas toutes des grandes communes, hein. On a des petits territoire. Mais à tout ça, c'est un constat général. Vous le voyez, hein, en 2018, c'est la colonne tout à droite, c'était à peu près 75% des primo-arrivants qui arrivaient dans une commune politique de la ville. On est quasiment à 80% en 2019. Et le seul département, entre guillemets, qui se démarque fortement, c'est la Haute-Marne. Pour le coup, on n'arrête pas de parler de la Haute-Marne aujourd'hui, puisque c'est le seul où en fait on voit une baisse du phénomène de concentration sur les territoires politiques de la ville, alors que pour les autres, soit on est sur la Marne, une stabilisation complète, l'Aube également, et pour les autres, on a pour tous une augmentation plus ou moins importante, sachant que c'est la Meuse et les Ardennes qui se signalent sur l'augmentation la plus forte. Voilà.